Et pour ce workshop dédié au commerce unifié, j'ai le plaisir d'être entourée de Lisa Nakam. Bonjour Lisa. Bonjour. Tu es directrice générale de Jonac. Oui. Et de Brice Ohaillon. Bonjour Brice. Bonjour. Fondateur et CEO de W-Shop. Tout à fait. On dit W ou W? Les deux fonctionnent. Bon. Lisa, pour ceux qui ne te connaissent pas, donc, vous fabriquez et vous vendez des chaussures depuis plus de 55 ans, 56 précisément. Pas vous, mais donc, votre père, ton père, avant vous, deux avec ton frère. Aujourd'hui, donc, tu co-diriges l'entreprise familiale et tu es plus particulièrement en charge de la stratégie digitale et du déploiement international de la marque. Voilà. Donc, gros boulot, notamment cette année. On est d'accord. Plus de 500 000 paires de chaussures vendues par an, 100 points de vente, 72 en France. En gros, c'est pour la data. Et alors, c'est là que ça se complique. Jonac réalise près d'un quart de son chiffre d'affaires en ligne. Mais en fait, j'ai 20% selon Fashion Network, 25% selon LSA. Et c'était encore que 15% il y a encore 6 mois. Donc, je ne sais plus où est-ce que vous en êtes. On a fini l'année 2020 à 25%. 25%. Voilà, et on va sur l'année 2021 à 40%. Et donc, vous avez commencé l'année 2020 à 2020 ouais. On devait être, l'année 2020 a vraiment été l'année de croissance la plus forte. On devait être entre 10 et peut-être 15. D'accord. Donc, énorme progression du e-commerce. Et c'est là que, du coup, Brice, tu interviens. On essaye. Donc, on a essayé en tout cas d'accompagner effectivement cette jolie marque qui est Jonac. Nous, on ouvre le chemin, mais c'est vrai que la désirabilité de la marque est capitale de toute façon pour de la croissance. Ouais. On essaie de résoudre en fait les points techniques qui peuvent être bloquants ou les fonctionnalités qui peuvent permettre à la marque de s'exprimer ou de lui donner la croissance qu'elle mérite. Mais fondamentalement, effectivement, le travail sur les produits et sur l'image de marque, en tout cas pour le coup de Jonac. Je ne retire rien, bien sûr. Je me permets, parce que c'est un duo. Voilà. Très concrètement, avant qu'on revienne justement au point de friction que vous avez peut-être réussi tous les deux à gommer et puis à ce qui reste encore à faire, quand est-ce qu'a commencé votre collaboration et sur quoi est-ce que W-Shop accompagne Jonac aujourd'hui Écoutez, on a eu la chance de démarrer la collaboration il y a un peu plus de 3 ans maintenant, 3 ans et demi pour être précis. Ça s'est fait assez naturellement. Initialement, on devait partir sur une marque un peu plus petite qui s'appelait MySwally et on a souhaité en fait élargir la relation sur Jonac. Et donc on accompagne effectivement Lisa et ses équipes sur toute la problématique de transformation digitale, donc à la fois sur l'e-commerce, puisque pour rappel nous on a une solution dite de commerce unifié, donc qui réconcilie la partie à la fois physique, donc la transformation numérique des points de vente, tout ce dont nous entendons parler aujourd'hui énormément, donc click and collect, stock unifié, ship from store. Et bien évidemment, historiquement, toute la partie e-commerce. Donc on a démarré par la partie e-commerce, où comme vous l'avez dit à juste titre, on a enlevé toutes les problématiques de friction technique pour laisser en fait le fonctionnel s'ouvrir et donner les possibles, on va dire, à ses clients, et ses clientes plutôt. Et puis on a démarré en fin d'année dernière, on a accéléré en fait sur toute la partie digitale. Qu'on est en cours de déploiement. Clairement, c'est vrai que c'était une année où la question de l'unification des stocks a été extrêmement importante. Où est-ce que vous en étiez en début de pandémie peut-être, et quelle a été la marche à suivre au cours de l'année pour traiter les différents points? Alors heureusement, avant la pandémie, on avait quand même déjà ces sujets en tête. C'est juste qu'on a activé, on va dire, accéléré. Voilà. Mais concrètement, il a fallu gérer. Toute la problématique stock, c'est elle qui a mis les sujets d'unification sur la table. Mais en vrai, il n'y a même pas que la problématique stock. Elle va beaucoup plus loin. On parle d'unification aujourd'hui. Sur la partie, donc on a nos magasins, les magasins sont fermés, il faut faire remonter le stock pour être capable de le vendre partout. Et concrètement, à la base, de toute façon, on se dit qu'à partir du moment où il y a un client qui a envie d'acheter, il faut qu'il puisse trouver sa paire si elle est disponible dans le réseau où qu'elle soit.
Donc ça, c'était l'idée de base. C'était pas le cas encore. Voilà, c'était de toute façon la feuille de route 2020. Voilà, donc on savait que de toute façon, il y aurait ça dans les sujets. Ouais. Ensuite, il a fallu le mettre en place, puisque avec donc plein d'étapes, plusieurs briques qui se sont donc ajoutées les unes aux autres. Mais concrètement, l'idée pour nous, c'est vraiment d'avoir, le commerce unifié, c'est cette vision en fait, non pas juste de canaux qui dialoguent ensemble, mais vraiment que pour le client, il y ait une seule et unique expérience, que ce soit donc au niveau des stocks, que ce soit au niveau des prix, que ce soit au niveau du catalogue, que ce soit au niveau même du paiement. Oui. Enfin, voilà, des retours d'arriver pour aller au bout de la chaîne. Exactement. Ouais. Et il faut vraiment arriver à switcher de vision et à ne plus être en tant qu'entreprise, qu'est-ce que tu peux proposer au client, mais plutôt le client, qu'est-ce qu'il attend. Et concrètement, aujourd'hui, il n'a pas besoin de savoir que ton stock, il est à droite ou il est à gauche. Il veut son stock, lui, chez lui ou dans tel point de vente. Il faut qu'il soit disponible à ce moment-là, là-bas. Ça, c'est sur le papier, la stratégie. Et ensuite, il a fallu le mettre en place. Oui. Voilà. En général, c'est moins simple que sur le papier. On est d'accord. Et donc la même chose, en fait, vous avez plein de systèmes d'infos et donc vous avez le choix de les faire dialoguer ensemble et vous avez aussi le choix de vous dire, mais en fait, on veut unifier le système, mais en fait, pourquoi on n'a pas juste un système ? Et c'est un petit peu... C'est là où on essaye de répondre à cette problématique, c'est-à-dire que plutôt effectivement d'empiler des couches techniques, on va devoir maintenir des échanges de données. Oui. On a essayé, on propose à nos clients en fait d'uniformiser sur un corps central. Alors ça n'empêche évidemment pas d'aller se connecter sur des systèmes tiers, puisqu'on a plus d'une centaine de partenaires comme la caisse, le RP, les WMS de stock, tous les flux marketing. Je vous entendais parler tout à l'heure sur Snapchat, donc des flux produits qui doivent arriver en fait. Donc tout ça bien évidemment est ouvert complètement sur l'extérieur, mais on va dire pour tous les besoins qu'on a tendance à minimiser, qu'on appelle des besoins primaires, mais qui ne sont pas si primaires que ça, on apporte une solution un peu clé en main en one-stop shop qui permet très rapidement, si vous voulez, de régler l'expérience client et on va dire de choses qui paraissent assez simples, mais qui malheureusement dans l'écosystème technologique aujourd'hui, vous allez avoir besoin en fait d'empiler des couches. Voilà. C'est ça qu'on essaye donc de régler avec plein de bon sens, encore une fois, c'est le mot magique. Et surtout qui fonctionne avec le moindre d'effort possible. Voilà. Très concrètement, du coup, comment ça s'est opéré ? Concrètement, alors si on revient sur 2020, puisque c'est la première phase, nous on a essayé d'anticiper un petit peu avec nos clients qui n'avaient encore pas donc, tous les outils magasins et cette unification de stock, ou alors il y avait quand même un débat de savoir est-ce qu'on maintient les magasins ouverts pour laisser du personnel qui va être à même de pouvoir traiter les commandes ou pas. C'est pas un choix qui a été. Quelle est la rentabilité de laisser de l'irréservation ou de laisser du personnel en magasin qui ne peut pas accueillir du public et pour autant en fait être capable d'adresser une vente en fait qui potentiellement était web. Donc ce qu'on a fait de manière très pragmatique, on a remonté les stocks au central. Donc pour pouvoir alléger la charge opérationnelle, on va dire sur la partie réseau. Et effectivement. On a maximisé nos chances, si vous voulez, de maintenir la relation avec le client. Je pense que le premier confinement, il y a eu différents types d'attitudes, bien évidemment, chez les entrepreneurs. Jonac, donc Lisa et ses équipes ont été très combatifs. Et je pense que c'est aussi ce qui a fait aussi le succès de l'année 2020. Ils ne se sont pas laissés abattre et ils ont profité, si vous voulez, de la crise, puisqu'encore une fois, c'était un phénomène d'accélération en bien ou en mal. Et c'est à la fois une opportunité pour créer une relation, on va dire, avec leurs clients. Et c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Comment ça s'est passé avec les équipes, justement ? En fait, tout ce qu'on dit, le mot magique, c'est l'unification. Et je pense que c'est aussi ce qui s'est passé en interne avec les équipes. En fait, il a vraiment fallu décloisonner et expliquer à tout le monde que c'est pas la folie, les magasins vont fermer, mais c'est pas grave parce qu'en fait on est un groupe, il y a plein d'équipes qui font plein de choses et en fait on va tous travailler ensemble pour arriver à ce qu'on veut. Et donc en fait on a vraiment, vous voyez, le retail n'a pas du tout eu le sentiment d'être exclu parce que les magasins sont fermés. On a dit on a des équipes retail, elles sont toujours là. Et on va aussi les utiliser. C'était déjà quelque chose qu'on avait en tête parce qu'on est très... on considère que le digital, c'est pas le e-commerce, en fait. Le commerce, il est aujourd'hui comme il est. Il va peut-être encore évoluer dans quelques années. Mais donc, il y a un rapprochement qui doit se faire au sein de tous les services en entreprise. Et c'est pour ça que chez nous, si vous voulez, il n'y a pas le merchandising magasin, il doit être lié au marketing digital. Tous les services en fait doivent vraiment travailler ensemble.
on doit enlever les silos qu'on pouvait retrouver il y a quelques années pour pouvoir avancer et pour qu'en fait, il n'y ait pas, d'abord, il n'y ait pas de friction, même chose, entre les services, parce que c'est toujours le débat. Oui. C'est aussi le débat sur tous les sujets d'unification de stock, puisque quand il y a un magasin qui prépare, est-ce que derrière, qui c'est qui prend la vente, tout ça. Donc nous, c'est la même chose. À partir du moment où il y a du travail qui est fait, il y a une vendeuse qui prépare une paire de chaussures, qui va la mettre dans un carton, qui va l'expédier, qui va mettre un petit mot. Elle fait le job. Donc même si la vente vient du digital, c'est normal aussi qu'elle soit rétribuée sur ça. Donc voilà. Donc nous, ça a été toujours unification et même au sein des équipes. Et c'est, je pense, qui nous a permis d'arriver plus loin. Parce qu'il y a eu une vraie adhésion. Accompagnement. Ouais. Et il y a eu un vrai... Oui. Embarquer l'humain dans le processus. Ce qui décrit, c'est la conduite du changement dans l'entreprise et effectivement, c'est l'impulsion que la direction va donner et qui va permettre de réussir en gros le projet de transformation, puisque vous pouvez mettre tout ce que vous voulez derrière, si les gens ne sont pas impliqués, ça ne peut pas marcher en fait. C'est une fois basique. Une fois le modèle un peu transformé, en tout cas le principal opéré, il a fallu quand même absorber des pics de trafic. Enfin, il y a toutes les questions de bac sur l'architecture informatique, sur la capacité d'absorption. Je suis ravi que vous posiez la question, parce qu'on a l'impression que nous, on était bien logés, on va dire, et c'est un peu notre sujet encore, du coup, suite aux annonces d'hier soir. Ouais. On a eu d'énormes challenges d'être capable, effectivement, sur des infrastructures et qui n'étaient pas du tout dimensionnées à la base, en fait, pour pouvoir accueillir autant de monde, notamment sur le Black Friday, qui a été un sujet d'attention. Vous n'étiez pas habitué à monter sur le Black Friday, même aux promotions en général, vous étiez assez... Déjà, en général, on ne fait pas trop de promotion. Là, c'était le Black Friday. Bon, on a fait une promotion, mais qui était en soi... c'était un -20 sur la collection. C'était pas un... Voilà. Waouh. Et on a fait le chiffre d'un magasin. D'accord. D'un bon magasin, sur une journée. Sur une journée. Donc voilà, donc on a dû effectivement régler ces challenges. On parle pas non plus souvent de la logistique, puisque c'est des points qui font partie de l'expérience client et qui sont très structurants, en tout cas dans l'entreprise et dans l'ensemble. Donc ça, c'est pareil, il y a eu des gros challenges logistiques pour pouvoir traiter les commandes. Lesquels ? Écoutez, quand vous êtes habitué au même titre, en fait, nous, on est habitué à recevoir, on va dire, je sais pas, 1 million de personnes par jour sur les plateformes. Quand vous prenez 10 millions, il faut vous dimensionner. Oui. Quand vous préparez 100 commandes et que du jour au lendemain, vous avez besoin de préparer 10 000 commandes, dans un écosystème où on vous dit il faut respecter les distanciations sociales, il y a des équipes qui doivent tourner, etc. Les logisticiens ont énormément également souffert en fait, des problématiques organisationnelles pour pouvoir tenir la charge. Et ils font partie, pour moi, encore une fois, comme dans n'importe quelle entreprise, de la chaîne de réussite en fait, de cette expérience client. Parce que si votre commande n'allait pas expédier, vous n'allez pas être contente et vous allez l'attribuer. A priori, il y a des chances. Lisa, je vous vois opiner du chef. Oui, la partie logistique et la partie transport qui suit aussi. Parce que pour le coup, il y a eu tous ces sujets d'unification, ils ont des conséquences énormes en fait, sur la façon dont on livre les magasins. Même chose, donc en fait concrètement quand on parle de tout ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à terme en fait il faut qu'on livre les magasins tous les jours. Parce que le magasin qui avait une pièce, elle peut avoir été prise par de la IRESA, par du Ship From Store. Donc demain, il faut qu'on puisse à chaque fois rajouter ces stocks et les faire tourner à tous les niveaux. Donc ça a complètement modifié tout ce qu'on faisait en termes logistiques. Complexifié aussi, au-delà de modifier. Complexifié, oui. Alors pour le coup... Ou alors on rationalise. Oui, c'est un peu ça. On accélère, en fait. On rationalise. Ouais. C'est un peu tout ce qui est superflu, vous le mettez de côté et vous n'avez qu'un seul objectif, en fait, c'est d'adresser la demande. Je pense que c'est même plutôt l'inverse. Et je pense que, alors chez nous particulièrement, si vous voulez, donc la marque, elle repose sur un pilier qui est les usines, la prod, le produit. On a des usines qui travaillent très très vite. C'est ce qui nous a permis d'aller où on est. Aujourd'hui, on est sorti à 2 semaines. Des usines en propre. Des usines, alors pas vraiment en propre, mais partenaires. D'accord. Qu'on finance. Donc ces usines-là, elles produisent en 2 semaines un produit. Quand tu es capable d'avoir un produit qui est fabriqué en 2 semaines, tu ne peux pas accepter qu'il ne soit pas livré en un jour. En fait. Vous voyez ? Et en fait, ça, c'est complètement ce qu'on a essayé de reproduire et ce qu'on a toujours en tête, parce qu'il y a encore des améliorations sur ces sujets avec notre logistique. Il faut que quand le produit part du Portugal le vendredi, il arrive le lundi à l'entrepôt, il faut qu'il soit dans les magasins le mardi, il n'y a pas le choix. Qu'est-ce qui était le plus compliqué logistiquement parlant ? Oui. Honnêtement, quand tu as les bons partenaires... Trouver les bons partenaires, du coup. Voilà, c'est un peu ça. Le sujet, c'est de trouver les bons partenaires. Quand tu les as trouvés, aujourd'hui, il y a quand même pas mal de solutions. Pour le coup, la logistique est vraiment consciente de ça, parce que de toute façon, avec le Covid, il n'y aurait pas eu la logistique. C'était pas la même vie. Donc voilà, donc pour le coup, pour moi,
c'est pas tellement des complications, c'est des évolutions. Il faut faire avec. Et les comportements d'achat ont alors changé, bien sûr, mais est-ce que ça a été perçu par vos clientes au final? Est-ce qu'elles se sont tout de suite emparées, par exemple, de quand les boutiques ont été réouvertes, de la possibilité d'aller Oui, alors, honnêtement, quand les boutiques ont été réouvertes, en fait, les gens sont venus et ont acheté. C'est-à-dire qu'on a eu des taux de conversion qu'on n'avait jamais, vraiment jamais vus. C'est-à-dire quand tu te déplaces, vraiment pour le coup, c'est pour acheter. Donc oui, mais alors après, va savoir si c'est les systèmes qui ont fait ça ou si c'est juste le comportement général. Voilà, on pourra le dire avec un peu plus de certitude. Ouais, c'est ça. Dans quelques mois, à mon avis. Voilà. Enfin là, on va voir encore avec les magasins fermés, mais je suis assez confiante sur le sujet. Dans ce que vous observez du coup au quotidien chez W Shop, qu'est-ce que c'est les points de friction qui sont encore les plus importants ou communs? Je pense que, encore une fois, la crise a permis en fait de prendre conscience que beaucoup de retailers n'étaient pas du tout équipés et le pensaient potentiellement. Donc il y a eu un premier état des lieux un peu chaotique. Pour répondre à la question, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on a vraiment besoin que les directions impulsent cette conduite du changement. Je pense qu'au final, quand on veut, on peut, et comme l'a dit Lisa, il y a beaucoup de solutions. On a besoin que la direction qui a pris les sujets en main, puisque ça devient clairement une nécessité en fait pour la survie de leur entreprise, aujourd'hui prennent les sujets et les adressent, alors qu'on disait que c'était compliqué, mais en fait c'est pas compliqué. On a besoin de faire du commerce en fait. Il faut qu'on arrête. Ça reste des gros chantiers, il faut commencer par où? Il faut commencer par la partie humaine, ensuite par la partie cataloguing, parce qu'en fait, il y a beaucoup de clients qui ont du mal à réunir leur catalogue. C'est pas simple de faire une photo. Nous, on a livré une Evo là, il n'y a pas très longtemps qui est assez, où tout le monde dit c'est génial, super, on a mis des vidéos sur les fiches produits, oui, c'est très basique, mais ce qu'on fait du coup sur les réseaux sociaux, on l'a appliqué sur la plateforme digitale et ça change l'expérience client, parce qu'on ne voit pas du tout. Ah ouais, c'est incroyable. Même dans une page de catégorie où vous avez de la vidéo, donc tous les autres clients diront c'est génial, du coup il faut aller faire l'effort. Donc voilà, c'est pas simple d'aller prendre la photo, la réunir, la retoucher, l'uploader. Des choses qui peuvent vous paraître très standards ne le sont pas forcément en fait. Conception, rédaction de l'affiche, le lien avec le référencement naturel. Et puis une fois que vous avez ce cataloguing en gros qui est propre, vous pouvez vous appuyer dessus pour activer en fait l'ensemble, donc l'e-commerce, les tablettes en magasin, et qui peuvent être aussi un outil d'aide à la vente, parce que pourquoi ne pas avoir une tablette dans le magasin et montrer la vidéo du produit alors que le produit il est plutôt en mode pas mort, mais en gros sans vie en fait, et vous lui donnez vie en fait pour donner envie. Donc je pense qu'il y a une première phase qui est de rationaliser, et ça c'est pas simple, toute la partie cataloguing. Et ensuite, après, le déploiement, chez nous, en gros, c'est pas le modèle, c'est que c'est pas le client qui porte la souffrance ou l'effort. Bien sûr. Donc nous, on est là. là. Mieux, a priori. Oui, mais oui, on a peut-être une perception qui est un peu biaisée de se dire c'est complexe. Non, nous, on est là pour porter la complexité de déploiement, et le client, il est là pour se concentrer sur son commerce. Lisa, qu'est-ce qu'il faut ne pas oublier, parce que du coup, vous êtes passé par là au cours des derniers mois, et quel est le prochain chantier pour Genac? Qu'est-ce qu'il faut ne pas oublier? Ouh là là, il y a plein de choses. Ouais. Il y a plein de choses. Bon, donc ce qu'il disait sur le catalogue, c'est lié. Donc la partie catalogue, elle est certaine au niveau donc qualitatif, et après tu as toute la partie quantitative, donc les stocks. Donc ça, c'est. Ne pas oublier d'avoir des stocks. Donc je pense que c'est. Non mais ça paraît fou, mais en fait, si vous voulez, quand vous vendez sur le digital, vous n'avez pas forcément cette capacité à savoir ce que vous auriez pu vendre si vous aviez plus. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on a essayé de revoir. Et grâce à Lisa, parce que nos clients sont product owners. Donc Lisa a initié une demande effectivement pour mesurer ce qu'on appelle un taux de service et de savoir les ventes qui étaient ratées. Ça a été très dur, mais c'est ce qui nous a propulsés. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est retrouvés, je ne sais pas, au moment du confinement, à avoir 35% de taux de service. Tu sais. Un taux de service catastrophique. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'en fait, on ratait un nombre de ventes colossal. De ventes sur 3 Ouais. Parce qu'on n'avait pas les stocks. Et donc à ce moment-là, autant vous dire qu'on a donc tout revu. C'est pour ça que tous ces projets ont été grandement accélérés. Et on a mis les stocks. Alors on n'est même pas encore au full potentiel, mais si vous voulez, forcément tout de suite les chiffres s'en sont ressentis. Et en fait, c'est vrai qu'on ne se rendait pas compte du potentiel qu'il y avait. On est quand même sur un trend où on va
On espère doubler le chiffre d'affaires cette année. Donc c'est pour On voir. est bien parti. Parfois, on a tendance, encore une fois, à se concentrer sur des sujets qui ne sont pas forcément les bons. Et effectivement, grâce à cet outil qui est simplement une analyse en fait vous savez, quand il n'y a pas le stock, vous laissez votre adresse email. Oui. Donc on récupère ça, on calcule le panier moyen sur la période et on en tire une conclusion qui est de dire, si on avait eu le stock, on aurait potentiellement fait ce chiffre d'affaires. Et donc, bien sûr. Et c'est comme ça qu'on monte le truc. Alors on a été un peu plus loin puisqu'on met en place carrément la précommande en fait sur potentiellement des produits prototypés. Pour voir l'appétence au produit et être capable, exactement, et donc avec l'agilité de fabrication que décrivait Lisa tout à l'heure, et d'être capable, ça, en gros, le prochain chantier. Voilà, vous voyez un peu comment on monte en puissance. Et dans les deux sens, c'est-à-dire à la fois en précommande et à la fois même en alerte de stock. C'est-à-dire que le produit, avant même qu'il ait été mis en ligne, tu peux, qu'il y ait du stock en ligne, tu peux quand même le mettre en ligne et voir ce qui retombe en alerte de stock. Et donc là, tu peux décider que ça va être un bon produit ou pas, et donc les profondeurs à mettre derrière. Voilà. Passionnant. Merci beaucoup à tous les deux. On est déjà arrivés au bout. Je tiens à préciser que le fait que je porte des chaussures Genac n'a rien à voir avec le casting, puisque je ne savais pas. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Merci beaucoup. On vous laisse en bonne compagnie, en compagnie de Julien Lebescon, qui est Digital Marketing Director de Fnac Darty, interviewé par Majda Chaplin, que vous connaissez bien, qui est CEO et directrice de la rédaction de mcfactory.fr. À tout de suite.